Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 27 juin 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 168 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur les données de l'IPC au Canada pour le mois de mai 2023. Je vais également parler de la remontée du Bitcoin. Il y a eu quelques nouvelles de ce côté-là, du côté de la crypto. Et finalement, je vais expliquer un peu la différence entre le taux directeur et le taux préférentiel parce que la semaine passée, j'ai parlé des prêts étudiants qui étaient rendus à 7,45% et que ça découlait évidemment du taux préférentiel et j'ai reçu un paquet de questions là-dessus. Fait que je vais parler du taux directeur, du taux préférentiel et de leur impact sur les différents types de prêts à taux variable. Je vais commencer tout de suite avec les données de l'indice des prix à la consommation. On a pu voir ce matin que pour le mois passé au Canada, l'IPC a augmenté de 3,4% sur un an. Et 3,4%, c'est le plus bas niveau d'inflation depuis 2 ans. Par contre, avant de se réjouir de ce côté-là, il faut savoir que le ralentissement de l'inflation, c'est en majeure partie attribuable au prix de l'essence qui a baissé d'environ 18% sur une période de 12 mois. Parce que si dans le calcul de l'IPC, on enlève la composante de l'essence, on peut voir qu'à ce moment-là, l'IPC aurait monté de 4,4% au mois de mai. On parle de 4,9% au mois d'avril si on enlève le prix de l'essence. Donc oui, il y a bel et bien une décélération du côté de la hausse des prix. Donc les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent moins vite, moins fortement. Mais avant de s'exciter avec ça, il faut quand même prendre en considération que cette décélération-là, elle s'explique principalement du fait qu'on se compare avec les chiffres de 2022. Et je vous rappelle qu'en mai 2022, le taux d'inflation sur une base annuelle, il avait grimpé à 7,7%. Donc, si on considère ces données-là, ça donne quand même une augmentation autour de 11% en 2 ans. Donc, ça demeure une hausse importante du côté des prix. Et je vous colle tout de suite la suite des choses pour l'IPC. D'après moi, l'IPC devrait continuer de descendre en juin parce que, encore une fois, on va se comparer avec les chiffres de l'année passée. Il faut savoir qu'en juin 2022, c'est là qu'on avait atteint le pic de l'inflation. L'IPC avait augmenté de 8,1% au Canada. Évidemment, encore une fois, c'est sur une base annuelle. Fait que c'est sûr que si tu te compares d'une année à l'autre et que tu te compares avec 2022 qui était la pire année du côté de l'inflation, tu peux t'attendre quand même à ce que ça ralentisse pas mal. Et justement, à partir de juillet 2022, on a pu voir que l'IPC a commencé à se calmer. Donc, l'augmentation était moins forte. On a commencé à amorcer la tendance baissière. Et ça m'amène à croire que, d'après moi, c'est fort probable qu'on va voir l'inflation se mettre à remonter légèrement quelque part en octobre, novembre de cette année parce que justement, on va se comparer avec les chiffres de 2022, sauf que là, on ne sera plus dans les pics autour de 7 à 8%. On va avoir descendu pas mal. Donc, d'après moi, on va quand même, sur une base de 24 mois sur 2 ans, toujours tourner autour de 10, 11, 12%. Donc, ça reste une hausse significative du côté des prix. Et pour conclure sur cette thématique-là, malgré le taux d'inflation du mois de mai à 3,4%, je reste de l'avis que la Banque du Canada va monter son taux directeur d'un autre 25 points de base, et ça en juillet, donc très prochainement. Et s'ils ne le font pas le mois prochain, d'après moi, 99% des chances que la hausse soit faite au plus tard en septembre. Donc, dans tous les cas, de mon côté, je m'attends encore à ce que le taux directeur au Canada atteigne 5% d'ici la fin de l'année 2023. Et si on reste du côté du Canada, je vais vous parler rapidement du TSX parce que présentement, les gros secteurs d'activité de la bourse de Toronto,
c'est ces secteurs-là qui attirent mon attention. Je parle ici du secteur de l'énergie. Donc, évidemment, c'est en lien avec la baisse du baril de pétrole brut. Il y a aussi le secteur des services financiers, entre autres les banques, et le secteur de la télécommunication. Je pense qu'il commence à avoir des deals sur le TSX, surtout pour ceux qui cherchent des actions qui versent des dividendes intéressants. Donc, tant qu'à moi, en ce moment, il y a des meilleures opportunités sur le marché canadien que sur les marchés US. À mon avis, j'ai l'impression que les investisseurs paraissent un peu trop confiants par rapport à l'économie américaine versus du côté du marché canadien. Il y a des titres. Pour en nommer quelques-uns, évidemment, de mon côté, vous savez, je suis un actionnaire de TELUS, je suis un actionnaire de Couche-Tard, un actionnaire de Suncor, Enbridge. Donc, c'est sûr que ces compagnies-là, pour moi, ils sont toujours encore très intéressantes. Donc, par exemple, si je regarde TELUS, on peut voir qu'il y a eu une baisse importante du côté du prix de l'action. Et moi, prochainement, si ce déclin-là se poursuit, je vais acheter encore, je vais grossir ma position dans ce titre-là. Pour moi, présentement, le TSX, il y a des bonnes opportunités d'achat pour le long terme. Sinon, si on se penche du côté de la crypto, en fait, là, j'ai pas le choix de vous parler de la crypto avec ce qui se passe dernièrement parce que sinon, c'est sûr qu'on va m'accuser de juste parler du Bitcoin quand ça va mal puis d'éviter le sujet quand il est dans un beau momentum haussier. Donc, je vais le faire en question d'être transparent avec tout le monde. Je vous rappelle que dernièrement, il y a eu une grosse drop du côté du marché des crypto-monnaies parce que, j'en ai parlé dans l'avant-dernier épisode, la SEC a décidé de poursuivre Coinbase et Binance parce que, selon la SEC, ces plateformes d'échange-là, ils ne respecteraient pas la réglementation vis-à-vis les actifs financiers. Donc, c'est pour cette raison-là que la SEC aurait décidé de poursuivre Binance et Coinbase. Et là, depuis environ une semaine, le Bitcoin a remonté au-dessus de 30 000 US. Et ça, c'est suite à l'annonce de BlackRock qui a fait la demande, en fait, auprès de la SEC pour faire la création d'un FNB qui reproduirait le rendement du Bitcoin. Et là, la distinction, c'est que ce FNB-là serait de type spot. C'est-à-dire que le FNB détiendrait réellement du Bitcoin et que la performance du FNB serait directement liée au prix du Bitcoin et non pas basée sur la valeur des futures, c'est-à-dire des contrats à terme. Et pour le moment, toutes les demandes concernant ce type de FNB, donc le type spot, pour le Bitcoin, ils ont toutes été refusées par la SEC. Donc, on peut se demander, est-ce que ça va être la même chose pour BlackRock? Faut pas oublier que BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs dans le monde, avec plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion. Donc, c'est un gros joueur dans le domaine de l'investissement. Et sinon, il y a aussi le lancement de la plateforme EDX Markets, qui est en fait une plateforme d'échange de crypto qui est réservée aux institutionnels. Et cette plateforme-là permet de trader le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum. Et à noter que la plateforme EDX Markets est backée par des gros joueurs, là, Charles Schwab, Citadel et Fidelity Investment. Donc, pour beaucoup d'investisseurs, les derniers développements par rapport à la crypto, ça démontre qu'il y a encore un intérêt persistant de la part de Wall Street pour le secteur de la crypto-monnaie. De mon côté, même si je constate qu'il y a un intérêt du côté des institutionnels pour le Bitcoin et les cryptos en général, de mon côté, je suis toujours pas investisseur dans ce secteur-là. J'ai pas encore d'attrait du côté de l'investissement pour les cryptos. Ça veut pas dire nécessairement que c'est pas un bon secteur, c'est juste que ça répond pas à mes propres critères d'investissement. Donc, non, je suis pas investisseur dans le Bitcoin ni l'Ethereum, malgré les dernières nouvelles. Et finalement, comme j'ai dit au début de l'épisode, la semaine passée, j'ai parlé du taux d'intérêt pour les prêts étudiants qui est rendu à 7,5%.
Et ça a créé tout un émoi. J'ai reçu beaucoup de commentaires, de questions en fait sur Instagram Messenger concernant justement comment ça se fait que les taux d'intérêt sur les prêts étudiants ont monté si haut que ça. Beaucoup de monde qui ne savait pas la distinction entre le taux préférentiel et le taux directeur, puis comment ça se fait que ça a affecté les prêts étudiants. Grosso modo, comme je vous dis, il y avait une incompréhension du côté des différents taux d'intérêt, puis c'est quoi les impacts sur les différents types de prêts qui sont à taux variable, incluant évidemment les prêts étudiants. Donc, je me suis dit que je vais répondre à tout le monde via le podcast, puis en même temps, ça va permettre à tout le monde de bien comprendre les concepts de taux préférentiel, taux directeur, c'est quoi le lien avec les prêts à taux variable. Donc, premièrement, le taux préférentiel, ça correspond au taux d'intérêt que les banques commerciales vont charger à leurs gros clients d'affaires, les gros clients business, les clients les plus solvables. Autrement dit, c'est le meilleur taux que les banques comme RBC, TD, BMO peuvent offrir à leurs clients business les moins risqués. Et le taux préférentiel il est déterminé par les institutions financières selon le taux directeur de la Banque du Canada. Parce que faut comprendre la mécanique derrière ça, c'est que la Banque centrale, la Banque du Canada va donc prêter de l'argent aux banques commerciales. Et ensuite de ça, ces banques-là vont faire des prêts à des particuliers et des compagnies. Et en tant qu'entreprise qui cherche des profits, la banque elle veut générer des bénéfices en prêtant de l'argent à un taux plus élevé que la Banque centrale lui charge. Fait que c'est sûr que si le taux directeur augmente, le coût d'emprunt pour les banques commerciales augmente aussi. Donc, de leur côté, ils vont monter leur taux préférentiel si le taux directeur augmente. À noter que chacune des banques peut fixer elles-mêmes leur taux préférentiel, mais que, règle générale, les 6 grandes banques canadiennes vont utiliser le même taux préférentiel et actuellement, il est à 6,95%. Et à partir de là, le taux préférentiel, ça sert comme taux de référence sur lequel on va se fier pour déterminer le taux d'intérêt sur tous les autres prêts à taux variable. Par exemple, on peut voir des marges de crédit non garanties avec un taux d'intérêt équivalent au taux préférentiel plus 6%. Donc, dans ce cas-là, avec le taux préférentiel à 6,95, si on ajoute 6%, on est rendu à 12,95% pour une marge de crédit non garantie. Et dans le cas du taux d'intérêt pour les prêts étudiants, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, c'est le taux préférentiel plus 0,5%. Donc, c'est comme ça qu'on obtient le fameux 7,45%. Et c'est le même principe pour les prêts hypothécaires à taux variable. Le taux d'intérêt du prêt varie selon les fluctuations du taux préférentiel. Donc, par exemple, le taux d'intérêt sur un prêt hypothécaire à taux variable, ça pourrait être le taux préférentiel moins 0,2%. Et là, j'ai bien dit moins 0,2%, c'est-à-dire que le taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, c'est souvent légèrement en dessous du taux préférentiel parce que, aux yeux des banques, il s'agit d'un prêt considéré comme très peu risqué du fait qu'il est garanti par un actif qui est votre maison. Donc, présentement, si je regarde, on peut voir des prêts hypothécaires sur un prêt 5 ans fermé. Le taux variable est autour de 6,75%. Donc, 0,2% en dessous du taux préférentiel. Et petite parenthèse par rapport à ça, dites-vous qu'en ce moment, quand vous faites préapprouver, le calcul de la qualification se fait avec le taux d'intérêt de votre prêt plus 2%. Donc, autrement dit, pour être certain que vous avez la solidité financière pour tolérer des hausses de taux, les banques évaluent votre capacité d'emprunt basée sur un stress test. Et là, en ce moment, si je vous prends le taux variable à 6,75%, votre qualification se fait à un taux de 8,75%. Fait que demandez-vous pas pourquoi le pouvoir d'achat des acheteurs sur le marché immobilier est beaucoup plus bas qu'en 2020 et 2021. Dans ce temps-là, le taux préférentiel il était à 2,45% et est rendu à 6,95%. Fait qu'on n'est plus du tout
aux mêmes places au niveau des qualifications, au niveau des taux variables sur un paquet d'autres prêts également. Donc, c'est pour ça que le taux d'intérêt sur les prêts étudiants a augmenté comme ça. Ça ne sort pas de nulle part. C'est pas pour pénaliser les étudiants. C'est pas pour rattraper les 2 dernières années que la suspension des paiements d'intérêt. En fait, c'est vraiment dû au fait que le taux directeur a été augmenté. Et suite à ça, évidemment, les banques commerciales ont augmenté leur taux préférentiel. Et l'ensemble des prêts à taux variable, évidemment, suit le taux directeur. C'est interrelié tout ça. Et même principe pour les marges de crédit, même principe pour les prêts auto. Tout ce qui est à taux variable, quand le taux directeur bouge, le taux préférentiel va suivre. Donc, ce qui arrive, c'est que ça devient de plus en plus difficile à emprunter et les dettes coûtent de plus en plus cher. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère que vous n'êtes pas pris dans des problèmes d'endettement. J'espère aussi que vous comprenez mieux le pourquoi du comment. Il n'y a pas de complot du gouvernement pour venir rattraper les 2 années de suspension d'intérêt. Il n'y a pas de technicalité qui fait en sorte que les étudiants sont plus ciblés. C'est le taux préférentiel. Ça a toujours été ça. C'est juste que ça fait 10-15 ans que les taux d'intérêt sont très, très bas. Le taux directeur était au plancher. Fait que c'est sûr que ça donnait l'impression que la dette était pas chère, quasiment gratuite. Mais au fait, c'était un environnement anormal. Et là, on retourne vers une normalité. Je pense pas que, du moins j'espère pas qu'on retourne à des taux d'intérêt aussi bas parce que ça amène des mauvaises habitudes de consommation, ça amène des dépenses, de l'endettement et on peut le voir d'ailleurs avec le niveau actuel d'endettement qui atteint des nouveaux records. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.